Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, qualifiée de génocide des Hutus, les événements de 72 ne fera que semer la haine au sein des Burundais de toute ethnie qui ont perdu les leurs dans ces massacres. Dans ce journal, vous entendrez les points de vue des uns et des autres qui accusent la CVR de vouloir occulter certaines vérités. La prison de Gitega a sans nul doute été incendiée volontairement. La RPA vous révélera aujourd'hui d'autres faits qui démontrent que cet incendie était criminel et non accidentel. Dans ce journal, nous vous parlerons également santé, où les agents affectés dans le dépistage de la Covid-19 alertent sur le risque qu'ils encourent, faute de matériel de protection. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons par cette actualité à la une concernant les conclusions de la CVR sur la qualification de génocide contre les Hutus du Burundi des événements sanglants de 1972, des conclusions qui suscitent des remous au sein de l'opinion. Non seulement la CVR n'a pas cette prérogative du point de vue juridique et politique, du moins selon les législations nationales et internationales, mais aussi elle semble occulter d'autres vérités. Le point avec Camille Nivasomba. La commission Vérité et Réconciliation déclare solennellement que le crime de génocide a été commis contre les Bahutus du Burundi en 1972. Après avoir déclaré solennellement que ce qui avait la connotation jusqu'hier d'événements de 1972 devrait désormais être qualifié de génocide contre les Hutus, Pierre Claver Ndayicariye a reconnu que des Tutsis avaient également été tués après le 29 avril 1972. Dans le sud du pays, et de manière particulière à Rumonge, Nyanzalak, Bugizo, et sur le littoral du lac Tanganyika, les crimes contre l'humanité ont été commis contre les Batutsi et les Bahutus venant des montagnes, appelés dans le jargon local Abamanuka, durant la première semaine du déclenchement des massacres le 29 avril 1972. Les auteurs de ces massacres, selon Pierre Claver Ndayicariye, étaient des Hutus qui tentaient une rébellion. En plus de cela, ils ont brûlé les biens des victimes, a précisé le président de la CVR. Selon les enquêtes de la commission Vérité et Réconciliation et selon ce qui est rapporté par beaucoup de Burundais qui connaissent la vérité sur ce qui s'est passé sur le littoral du lac Tanganyika, il est apparu un groupe de Hutus qui ont tenté une rébellion dans les localités de Rumonge, Nyanzalak, Vugizo et dans les milieux environnants. Ces Hutus rebelles ont tué des Tutsis, ils ont incendié des permanences du parti Piprona et même des maisons des habitants de la localité. Même s'il reconnaît que la connaissance de la vérité sur ce qui s'est passé en 1972 devrait être le chemin du salut pour le pays, Pierre Claver Ndayicariye culpabilise le président de la République de l'époque, Michel Micombero, pour tout ce qui concerne les crimes de 1972. Dès aujourd'hui, le Burundi entreprend le chemin du salut, puisqu'il est évident que les Hutus, les Tutsis et les Batwa ont été assassinés par le pouvoir du président Michel Micombero et ses collaborateurs dans ce plan macabre. La commission Vérité et Réconciliation rappelle au peuple burundais que ce n'est pas la classe ethnique qui tue, mais plutôt la mauvaise gouvernance. L'évidence est que le rapport de la CVR est non seulement sentimental, mais aussi il regorge de beaucoup de contradictions. Émile Nivasumba, du côté de l'UPRONA non reconnu par le pouvoir de Gitega, il trouve que la commission Vérité et Réconciliation CVR en sigle est allée à l'encontre du droit international et de l'accord d'Arusha. Le professeur Charles Nditije qui lui aussi a insisté sur le fait que cette commission n'a pas la compétence de qualifier ni les actes de génocide, ni les crimes contre l'humanité, encore moins les crimes de guerre. Suivez.
Normalement, aucun pays, aucun gouvernement, aucune commission, fût-elle compétente, indépendante et neutre, n'a pas les prérogatives de qualifier tel crime commis sur tel groupe, que c'est un crime de génocide, que c'est un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Seules les Nations Unies sont habilitées à qualifier ce genre de crime. Et là aussi, c'est après des enquêtes approfondies menées par une commission indépendante d'experts mise en place par les Nations Unies. Donc, M. Ndaïchalié et le gouvernement CNDD-FDD ne sont pas autorisés à qualifier ce genre de crime. Il en va de même d'ailleurs du prescrit de l'accord d'Arusha parce que en son protocole 1 et chapitre 2, la commission vérité et réconciliation est chargée notamment d'enquêter pour qualifier les crimes et les responsabilités ainsi que l'identité des coupables et des victimes. Mais c'est écrit noir sur blanc que cette commission n'est pas compétente pour qualifier les actes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Donc c'est tout à fait contraire à l'accord d'Arusha et au droit international. Professeur Charles Nditije ajoute que la CVR ne fait que creuser un fossé au sein de la société burundaise. Néanmoins, il estime que tôt ou tard, il y aura une commission neutre qui aidera le peuple burundais à connaître la vérité. Encore une fois, le professeur Charles Nditije. Donc on voit clairement que depuis la mise en place de cette commission, CNDD-FDD veut connaître sa vérité à lui, veut identifier tel crime, les qualifier à sa guise au mépris du droit international et du prescrit de l'accord d'Arusha. Donc c'est une commission pour moi qui est contre-productive, qui ne va pas réconcilier les Burundais, loin s'en fout, et qui même creuse le fossé entre les Hutus et les Tutsis, et qui ravive les rancœurs, la vindicte. Donc c'est la suite. C'est au sein de DFTD qu'il faut le demander. On voit qu'ils vont condamner, ils vont mettre en place un tribunal qui va condamner tel de génocidaire, tel de crimes de guerre, de criminels de guerre, etc. Mais à mon avis, cela n'aura pas de crédit vis-à-vis de la communauté internationale, et le moment venu, les Burundais, avec l'appui des Nations Unies et de la communauté internationale, mettront sur pied une commission réellement compétente, réellement neutre, réellement indépendante, et pour clarifier ces crimes et demander, le cas échéant, de mettre en place une commission internationale chargée d'enquêter sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide, et après coup demander à ce qu'il y ait un tribunal international pour le Burundi, pour que les génocidaires de tout temps et de tout acabit puissent être condamnés et que les victimes soient rétablies dans leurs droits et que réparation soit faite. Mais pour le moment, ce que la CDR fait est contre-productif, n'est pas de nature à réconcilier les Burundais, encore moins à mettre en lumière au grand jour la vérité sur les crimes qui sont commis en 72, en 93 et même en 2015, qui continuent malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Même son de cloche du côté des défenseurs des droits de l'homme. Selon le représentant de Defenders au prix de l'ONU, la déclaration faite ce lundi par la Commission Vérité et Réconciliation qui qualifie les événements de 1972 de génocide contre les Hutus sera nulle et non avenue tant au niveau national qu'international. Le chercheur Nicolas Agostini explique que cette commission devrait plutôt d'abord construire sa légitimité en évitant toute politisation de ces événements suivis. L'impact de cette décision, je pense qu'au plan national, il est nul, il ne rebat pas fondamentalement les cartes. Au plan international, je pense que l'impact n'est pas non plus très important parce que la CVR ne jouit pas d'une grande légitimité, notamment au niveau des instances onusiennes. Donc je pense que cette décision ne rebat pas fondamentalement les cartes. Il reste de la responsabilité de la CVR
de bâtir sa légitimité en s'appuyant sur un travail qui dépolitise au maximum ces questions. Sans se prononcer sur la vérité, en quelque sorte historique, du qualificatif qui a été retenu par la CVR, génocide, crime contre l'humanité, je pense qu'il est urgent pour la CVR de se remettre au travail pour rebâtir sa légitimité et faire en sorte que toutes les parties prenantes au dialogue burundais reconnaissent sa légitimité et évidemment que son travail s'appuie sur le travail des historiens, qui est le seul qui puisse être légitime en l'occurrence. Le risque, c'est celui d'une politisation, et notamment d'une politisation des qualificatifs, tels que génocide ou crime contre l'humanité. Donc je pense qu'il est urgent pour la CVR de travailler à sa légitimité et de travailler à ce que tout le monde la reconnaisse comme une institution dont la parole fait foi, et qui est légitime et dépolitisée. Et comme c'est la tradition, à la fin de l'année, nous allons débuter une série de reportages sur le bilan de l'année dans divers domaines du pays. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la rétrospective politique et ce sera avec notre consoeur Marie-Ange Ilakoze. 4 hommes politiques ont regagné le pays après 6 ans en exil pour s'être opposés au 3e mandat de feu président Pierre Nkurunziza. Il s'agit notamment de Jérémy Ngendakumana, ancien président du parti CNDD-FDD, Jean Bosco Ndaïkenguru qui est président du parti KD-FDD, Pancras Chimaye et Pamphile Moudelega qui étaient membres de la plateforme de l'opposition Sénared Giliteka. Par rapport à l'intolérance politique, les membres du parti CNL ont surtout été la cible des corps de sécurité, les Djimbonela-Kouré, mais aussi les administratifs. Dans différentes localités du pays, ces adeptes d'Agatongwassa ont été arrêtés arbitrairement, torturés ou encore exécutés sommairement. Les autres qui ont été sous menace et intimidation sont les membres du parti MSD dirigé par Alexis Sindouidje. Le 18 novembre de cette année 2021, le président Évariste Ndayishimiye a procédé au remaniement ministériel. Les ministères concernés étaient celui de la justice, celui de la santé publique, le ministère de la fonction publique et du travail, le ministère de la communication et enfin le ministère du commerce et de l'industrie qui a connu 2 ministres successifs au cours de cette année 2021. Évariste Ndayishimiye a régulièrement décrété la nomination et destitution de différents cadres dans plusieurs institutions. Au sein du législatif, des rapports des réalisations du gouvernement ont été présentés devant les 2 chambres du Parlement réunies, surtout par le Premier ministre. Concernant le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation CVR en sigle, présenté ce lundi devant les élus du peuple, des observateurs avisés indiquent que la CVR risque de raviver la haine et diviser le peuple burundais. C'est au moment où la dite commission taxe de génocide contre les Hutus les événements de 1972, alors qu'à cette époque, de milliers de Tutsis ont également été lynchés par les Hutus. Je vous le disais en titre, il y a de nouvelles pistes sur l'incendie criminel survenu à la prison de Gitega il y a quelques jours. En plus de la révélation de 2 noms d'officiers de police impliqués dans ce crime, le matériel utilisé et les décisions prises après l'incendie montrent que le gouvernement est déterminé à cacher la vérité. Il était avec Eloge Divin Remesha. Les officiers de police Yar Ndaisenga et Claver Nyovli-Digiro ont déjà été cités par nos sources comme étant les principaux planificateurs de l'incendie criminel qui a emporté des centaines de vies de détenus dans la prison de Gitega. Le nom d'un policier et celui d'un prisonnier qui aurait collaboré et exécuté l'acte criminel n'ont pas encore été révélés. Les sources qui suivent de près ce dossier au sein de la police signalent quelques éléments de piste. Premièrement, 2 jours après l'incendie, c'est-à-dire le 9 décembre, le responsable de la sécurité pénitentiaire dans cette prison de Gitega a été remplacé par une décision de l'inspection générale de la police. Selon nos sources, son remplacement dans la fraîcheur des faits risque d'étouffer la vérité en cas d'éventuelles enquêtes. Deuxièmement, le matériel utilisé lors de l'évacuation des corps ou restes des victimes se compterait par centaines et non par dizaines, d'après les chiffres déclarés par le gouvernement. Il s'agit de sacs mortuaires et bâches selon nos sources policières.
À cela s'ajoute l'enterrement hâtif des corps en toute discrétion, en l'absence absolue des familles des victimes. Des éléments essentiels pour, selon toujours nos sources, comprendre que cette affaire a été gérée depuis le début dans le mensonge et manipulation des faits, dossier à suivre. Éloge Divin, Rémiche, parlons à présent sécurité où un corps d'un homme âgé de 60 ans nommé Baroumina de la colline Kanyange en commune Ouliga de la province Karoussi a été découvert ce mardi matin sur la même colline. Les informations en provenance de la police indiquent que cet homme a été tué à coups de machette par des inconnus dans la nuit de ce lundi dans une vallée située non loin de la colline Wushirambeho dans la même commune de Ouliga. Après s'être rendu sur le lieu du crime, la police a arrêté 3 personnes composées par l'épouse de la victime, de son fils et de leurs voisins. Certains habitants de cette colline pensent que des conflits familiaux seraient à l'origine de ce meurtre. La police dit avoir déjà amorcé des enquêtes. Sécurité toujours, 3 personnes ont été blessées par balle à cause des échauffourées entre taxis, motards et policiers ce lundi dans la commune Mohanga. Selon des informations détenues par la RPA, le commissaire communal de la place serait chamaillé avec un motard et les amis de ce dernier sont vite accourus pour l'appuyer. Ainsi donc, le commissaire communal a ordonné à son agent de transmission d'ouvrir le feu. Une personne a été grièvement blessée. Les policiers auteurs du forfait ont été arrêtés et les blessés évacués vers l'hôpital de Ngozi. Une courte pause et nous abordons la page santé de ce journal. Suspension sur tout le territoire du pays des activités des salles bains de chaleur sèche appelées communément sauna. La montée inquiétante des cas positifs à la Covid-19 est la principale cause de la fermeture de ces activités. Dans un communiqué sorti ce mardi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a rappelé que même les activités de loisirs sont toujours interdites. Je vous propose de suivre Pierre Ngouiki. De la suspension des karaokés, des boîtes de nuit et des fêtes ou événements non essentiels. Et ici, je tiens à préciser que tous les rassemblements de loisirs sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Et le ministère constate qu'il y a une mauvaise mise en œuvre de cette mesure de la part de certains administratifs et de certains policiers responsables de la police qui laissent faire de telles activités alors qu'elles ont été suspendues sur tout le territoire. Sauf les rassemblements de cultes qui sont autorisés, moyennant le respect strict des mesures contre la pandémie, et notamment la distanciation, le lavage des mains et le port du masque, si c'est possible. Tous les autres rassemblements de loisirs, de plaisir sont interdits. Deuxièmement, la distanciation physique obligatoire dans les lieux publics et de rassemblement où tout le monde doit porter un masque si c'est possible. Troisièmement, des sanctions sévères aux personnes testées positives et qui continuent à disséminer la pandémie par la violation de l'autoconfinement. Le ministère voudrait faire constater au public qu'en plus des lieux de rassemblement susmentionnés, des personnes continuent à fréquenter des chambres de sauna et qui néanmoins constituent également des moteurs de propagation du virus vu la proximité des gens qui fréquentent ces lieux. Ainsi, le ministère porte à la connaissance du public que tous les lieux de bains de chaleur sèche, communément appelés sauna, sont suspendus sur tout le territoire national. Et cela étant, le chemin est encore long et malgré les mesures qui commencent à être timidement prises, les agents de santé, eux, alertent et réclament le matériel de protection contre la Covid-19 durant leur travail. Les employés du ministère de la Santé publique qui travaillent dans les secteurs de dépistage de la Covid-19 indiquent que la carence de ce matériel de protection gêne le bon déroulement des activités. Les détails avec Dany Claire de la Trompe. Des grognes se multiplient au sein des agents de dépistage de la Covid-19 au niveau national à cause du manque du matériel nécessaire dans leurs activités. Ces employés évoquent le manque des blouses, tenue principale pour se protéger contre cette pandémie. Beaucoup parmi ceux qui testent déjà font également le travail de vaccination concernant les tenues et ne sont pas vraiment disponibles. C'est la raison pour laquelle même beaucoup parmi ceux qui travaillent dans le dépistage ont été atteints par la Covid-19 car ils n'ont pas de tenue de
protection. La situation risque d'être pareille pour les médicaments, du fait que les cas positifs sont actuellement nombreux. Les agents de dépistage au niveau national font savoir qu'actuellement, le gouvernement, de même que le ministère de la Santé publique, semble les avoir abandonnés. Ils soulignent le fait qu'au début de la campagne de dépistage, ils bénéficiaient des séries de protection, des gants, de même que des téléphones pour s'informer à propos de l'évolution de la COVID-19 dans le pays. Mais actuellement, seuls les gants sont disponibles. Ainsi, actuellement, la plupart des membres des équipes de dépistage ont été atteints par ce virus et par conséquent, certains parmi ceux qui se rendent dans les centres de dépistage retournent chez eux sans être servis. Ces employés demandent au président de la République de faire quelque chose pour résoudre ce problème. La RPA n'a pas pu joindre ni le président de la Commission nationale de riposte à la COVID-19, Gervais Ndirakobucha, ni le ministre de la Santé publique, Sylvine Zeimana. Merci à toi, Dani Claire. Et la Trouve, en page société, l'on parle de la pénurie du carburant qui se remarque depuis ce lundi dans la ville de Bujumbura. Peu de stations-service sont disposées dans la matinée de ce mardi. De longues files d'attente étaient remarquables chez ces stations-service. Le point avec Eric Nyonzima. En plein centre-ville de Bujumbura, la station-service communément appelée Katikati, le carburant a servi son matin durant moins de 30 minutes. Les malheureux non servis ont été signifiés de l'épuisement du stock. Près de l'hôtel Novotel, la station en service était en manque de carburant. À côté de la boîte, le cristal, le carburant était servi avec une longue file de voitures. Au sud de la capitale, à la route nationale numéro 3 d'Itermongue, même pénurie observée à la station Kinindo City Oil. Seule la station Gugo était en fonction près du pont Moura. Plus loin, dans le quartier Kajaga, une seule station Kobil, sur les 5 en place, était en train de servir le carburant. Dans la commune Nahangwa, la station Kigobe City Oil distribuait au carburant. En attente, une longue file de véhicules s'était formée avec des voitures en plein stationnement sur la voie. Les conséquences au manque de carburant commencent à se manifester. Les voyageurs de l'intérieur du pays rencontrent des difficultés pour avoir accès aux moyens de transport. Des voyageurs contactés à la gare Kotero à 10 heures du matin nous a déclaré s'être réveillés tôt le matin sans aucune bus ne se pointe à l'horizon. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de notre confrère Eric Nyonzima que nous bouclons le journal en français de ce mardi 21 décembre 2021. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Je vous souhaite de passer du bon moment chez vous.